Alors, merci à tous pour d'être venus pour notre webinaire en coopération entre Infinigate et PointSharp. On va vous présenter notre façon de gérer et simplement les clés de sécurité. Alors, juste pour vous prévenir, on parlera aujourd'hui beaucoup de YubiKey, mais tout ce que Ashwin va dire aujourd'hui est valable pour les autres clés de sécurité. Et donc, on a aujourd'hui Tony Silibrassi, que je pense que vous connaissez tous, de Bonjour à tous. Infinigate. Moi-même, Mathieu Kaufmann, responsable du marché français chez PointSharp. Et Ashwin Sabinaten, Bonjour. responsable, responsable des avant-ventes chez PointSharp. Vas-y. Bonjour à tous. Très rapidement, je vais vous parler d'Infinigate pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Infinigate, on est distributeur dans le domaine de la cybersécurité. Donc, notre rôle va être de vous accompagner sur le développement de marques existantes ou de nouvelles marques. Notre métier est de chercher les tendances du marché et de pouvoir proposer les solutions qui nous semblent les plus appropriées aux problématiques d'aujourd'hui chez les clients. Et mon rôle à moi en particulier va être de vous supporter commercialement, euh, au niveau avant-vente avec les équipes ou au niveau marketing également avec les équipes Infinigate, puisque c'est vraiment tout notre rôle lorsque on décide de lancer une technologie. Et aujourd'hui, on va vous présenter PointSharp, puisqu'on est distributeur des solutions Ubico et que aujourd'hui, on a une problématique client qui est la gestion des clés. Et, euh, et du coup, on a décidé de travailler avec cette technologie afin d'accompagner au mieux les partenaires et les clients lorsqu'on est sur des projets qui ont une certaine taille et qui nécessitent un vrai management des clés. Voilà. Si vous avez des questions, on pourra y répondre tout au long du webinar et en fin de session également. Merci à tous. Merci Tony. Oui, comme Tony vient de dire, les questions, surtout si vous en avez pendant que Ashwin va présenter, n'hésitez pas à les poser dans la section questions-réponses et on y répondra à la fin. Alors, c'est qui PointSharp? Bon, donc on est un éditeur de solutions 100% européen, de logiciels et de SaaS. Et la stratégie, elle est claire, elle est channel first. Donc, c'est tout l'intérêt. En France, on travaille avec Infinigate et les partenaires. Donc, un peu plus sur nous. Du coup, le siège, il est à Stockholm, là où Ashwin est. Et on a des bureaux un peu partout en Europe. On est à peu près 200 personnes. La société, on a grandi par croissance externe. On a un fonds d'investissement derrière nous qui nous soutient dans cette stratégie de croissance pour devenir un acteur important de l'IAM en Europe. Moi-même, je suis basé à Strasbourg. On est avec d'autres collègues pour développer le marché français ensemble avec Tony. Et on fait alors, comme je disais, on est spécialisé dans l'IAM au sens large, avec une grosse partie Access Management, MFA, Single Sign-On, FIDO2, avec ici une clé, par exemple, autour soit FIDO que HUN va présenter après, mais sinon aussi capacité à mettre du MFA sur les serveurs Microsoft Exchange on-prem. La partie Secure Information Exchange, c'est ici un plugin pour Outlook pour chiffrer les pièces jointes des emails et avoir un partage sécurisé, tracé. On peut automatiser aussi. On a beaucoup de clientèle dans le secteur de la défense ou médical qui utilisent les solutions pour partager de manière sécurisée des fichiers volumineux aussi. La partie Identity Lifecycle Management qui est ici le cœur de de la solution IAM avec une partie qui est nouvelle autour de la synchronisation, avec un gros focus sur comment synchroniser les identités en partant d'un système de ressources humaines et synchroniser ces informations avec tous les systèmes cibles, Entra, AD et toutes les autres applications, en étant ici extrêmement rapide à déployer. Et à côté de ça, on a aussi toute une solution de gouvernance. Après, on a toute une partie dédiée à la sécurité SAP, à la gouvernance des systèmes SAP. Et enfin, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, notre solution de gestion de la PKI. Donc, on a un CMS global, mais là, on va surtout aujourd'hui parler d'une solution qu'on a créée pour les clés de sécurité et les problématiques que les clients rencontrent avec les clés de sécurité et surtout les YubiKey. Donc, Ashwin, à toi.
Ok, super. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci Tony et Mathieu pour l'introduction. Donc, Ashwin Saminathan, quelques-uns d'entre vous me connaissent peut-être, peut-être pas. Je suis le responsable des avant-ventes chez PointShop. Je suis basé à notre quartier général à Stockholm. Et aujourd'hui, on va parler un peu des solutions qu'on a spécifiquement autour du management de la YubiKey. Donc, je suppose que vous êtes aussi revendeur YubiKey et que vous avez travaillé beaucoup avec la YubiKey. Et j'ai travaillé aussi un peu avec la YubiKey pendant plusieurs années. Donc, c'est quelque chose qui est très proche de moi. Et au fait, qu'est-ce qu'on voit chez les clients? Pourquoi ils décident de partir avec la YubiKey? Et très souvent, ils décident de partir avec la YubiKey en mode Certificate-Based Authentication, donc ouverture de session avec un certificat. Pourquoi? Parce que c'est de l'authentification forte. Ça vous permet de vous débarrasser des mots de passe, particulièrement on fait de l'ouverture de session Windows. La YubiKey, elle est portable, donc elle est sur mon porte-clés, je peux l'amener où je veux. Elle est facile à utiliser. On la branche sur un port USB ou on le touche sur un lecteur NFC. Ça fonctionne. Et très souvent, lorsqu'on va regarder sur les secteurs, les industries un peu plus réglementées, utiliser une authentification à base de PKI, ça leur permet d'être en conformité avec les règles de l'industrie. Donc, c'est les avantages, ça fonctionne très bien, mais on a aussi quelques questions. Euh, Lorsque je vais déployer des YubiKeys, surtout dans des entreprises ou des compagnies qui sont un peu plus conséquent en termes de nombre d'utilisateurs, j'ai quelques questions qui reviennent très souvent. Donc, la première question, c'est, OK, très bien, j'aurai Windows, j'aurai Active Directory, je vais acheter des YubiKeys. Comment est-ce que je vais enrôler ces YubiKeys-là pour chaque utilisateur? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que, allons dire que j'ai 5 ou, on va dire 500 ou 1000 utilisateurs ou 20 000 ou 10 000 utilisateurs. Comment est-ce que je fais pour enrôler ces utilisateurs-là? Comment je fais pour révoquer des utilisateurs lorsqu'ils quittent l'organisation ou que si quelqu'un a bloqué sa YubiKey, comment je lui permets de débloquer sa YubiKey? Le certificat, par définition, il va expirer à un certain moment. Et si le certificat il est expiré, l'utilisateur il ne veut plus se connecter. Comment est-ce que je peux renouveler un certificat d'une façon très simple pour l'utilisateur? Donc, c'est des questions qui reviennent très souvent lorsqu'on parle à des organisations qui vont sur un projet de déploiement des YubiKey. Ensuite, quelques trucs un peu plus, on va dire, de l'aspect plus administratif, c'est qu'on a des clients, par exemple, qui nous disent, ben, je voudrais avoir du code PIN complexe sur ma YubiKey. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux savoir sur mon système qui a quel YubiKey? Donc, comment? Et après, bon, il y a toute la partie reporting, de l'audit, etc., etc., etc. Donc, c'est des questions assez communes qui reviennent très souvent lorsqu'on parle à des clients, surtout, comme je le disais, de taille conséquente. Donc, pour moi, c'est à partir de 100 utilisateurs, c'est là où ces questions-là commencent à devenir un peu plus cruciales. Et comment on fait ça? Et justement, si vous avez travaillé avec Yubico, ben Yubico, c'est un fabricant de hardware. Ils ont quelques softwares qui tournent autour de la YubiKey, mais une solution de gestion, c'est pas quelque chose qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'ils travaillent avec des partenaires comme nous. Donc, on est partenaire avec Yubico aussi. Et nous, on a vraiment une spécialité, on va dire, sur le domaine du management de certificats. Donc, on a un CMS. On a commencé l'aventure avec un CMS extrêmement complet, donc qui vous permet de faire du workflow complexe, du delegated authority, etc., etc. Mais en parlant à nos clients, on s'est rendu compte que, au fait, très souvent, on a des organisations qui se disent que, ben, au fait, je voudrais quelque chose d'un peu simplifié, qui peut être installé extrêmement rapidement, dans 2 ou 3 jours, et qui me permet tout simplement de gérer le cycle de vie de mes YubiKey. Donc, répondre à toutes ces questions que j'ai mis sur l'écran, l'enrôlement, la révocation, le renouvellement automatique du certificat, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'on est venu avec une solution qui est, on va dire, basée sur notre CMS complet, mais qui a été customisée spécifiquement
pour des organisations qui vont déployer des security keys. Donc là, je parle bien sûr de YubiKey, mais potentiellement d'autres acteurs sur le marché qui fabriquent des security keys aussi. Et la solution en elle-même, elle vient en deux composantes. Donc, la première composante, elle s'appelle NetID Portal. Et qu'est-ce que c'est NetID Portal? C'est vraiment toute la plateforme d'administration. Donc, c'est une application web qui me permet, comme administrateur, par exemple, de faire du reporting. Donc, je peux voir qui a quel YubiKey, je peux voir combien de YubiKey il me reste en stock, je peux voir quand les certificats vont expirer, etc., etc., etc. Dans quelques minutes, je vais vous montrer un peu l'interface et ce qu'on peut faire dessus, mais en attendant, on peut continuer. Et deuxième composante, c'est ce qu'on appelle le NetID client. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un client? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Ben, tout simplement parce que lorsque on regarde l'architecture de Windows, de Mac ou de Linux, il y a un support de base pour les tokens. Donc, en utilisant du PKCS 11, etc., etc., qu'on peut parler avec des tokens. Mais on n'a pas la possibilité de faire des trucs avancés sur les tokens, par exemple, pour enforcer un code de PIN complexe, par exemple. C'est là où intervient notre client, où justement on peut ajouter ce niveau de management, on va dire un peu plus complexe, de tâches avancées que je peux faire sur les différents types de tokens. Donc, les deux ensemble, c'est notre solution qu'on appelle chez nous là pour l'instant le PKI Management Security Key Edition. Donc, la solution, elle a été customisée vraiment pour répondre, on va dire, aux exigences de la plupart des clients. Et là, je vais vous montrer quelques démos de comment ça fonctionne. Donc, première question que j'avais posée, c'est je vais déployer des YubiKey, comment je vais enrôler mes utilisateurs? Nous, on a une approche quand même assez simple. On dit au client, ben, tu sais, tu prends tes YubiKey, tu en vas en acheter, je sais pas, un millier, une centaine, 200, 300. Au fait, on n'a même pas besoin de donner une YubiKey pré-programmée à tout le monde. Je vais prendre les YubiKey, je vais mettre dans un bocal ou je vais les déposer à la réception et chaque employé, ils arrivent, ils prennent une YubiKey vierge. Et lorsqu'ils arrivent sur leur poste, ben, ils auront un email dans leur boîte mail qui va leur permettre de faire un enrôlement extrêmement simple. Donc, c'est une vidéo que j'ai pré-enregistrée. Et là, vous allez voir, bon, dans la boîte mail, l'utilisateur, il clique sur le lien. Automatiquement, le lien l'amène sur la page web de NetID Portal à l'arrière, où lorsqu'il arrive, il voit qu'il a une tâche pour enrôler sa YubiKey. Là, on lui demande de mettre un code PIN. Une fois qu'il a mis le code PIN et qu'il a cliqué sur exécuter, tout simplement, le système va faire toutes les tâches à l'arrière pour effectivement faire une demande de certificat, charger ce certificat-là sur sa YubiKey, etc., etc. Ou l'utilisateur, à la fin de la journée, ben, il s'est enrôlé lui-même juste en cliquant suivant et en suivant un lien qu'il a reçu dans sa boîte mail. Donc, on évite vraiment là toute la problématique où, par exemple, j'ai vu des clients le faire aussi, c'est on a créé des scripts PowerShell pour le faire, ou j'ai un administrateur qui s'assoit avec chaque utilisateur pour faire l'enrôlement du certificat. Et c'est vraiment ça qu'on a arrêté. On dit, bah non, en fait, on vous permet de dire à vos utilisateurs, prenez une YubiKey vierge, branchez-la dans votre ordinateur et vous avez une YubiKey qui est enrôlée. D'accord? Donc ça, c'était le premier problème qu'on a résolu avec notre solution. Deuxième problème avec la solution, avec l'authentification par certificat, ben, les certificats, ça expire. C'est la réalité du jeu, c'est comme ça qu'ils ont été conçus et très certainement, lorsque vous voyez sur les entreprises où ils ont décidé de partir sur la YubiKey et qu'à un certain moment donné, ils ont dit, ben, au fait, j'ai la YubiKey, j'ai du certificat, ben, je me débarrasse complètement du username et password. Et là, ben, il y a quelqu'un qui est parti en vacances et que ben, tout simplement son certificat a expiré. Qu'est-ce qu'il fait? Ou quelqu'un qui a oublié vraiment de faire un renouvellement de certificat. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on s'est dit, ben, au fait, on va essayer de rendre ça un peu plus automatique. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement, hein, voilà. Donc, on a la possibilité
de faire un renouvellement automatique de certificat. Donc, comment ça fonctionne? Ben, l'utilisateur, il a ouvert sa session Windows et une fois qu'il a ouvert sa session Windows, il a utilisé sa YubiKey. Notre client, NetID client, va lui envoyer un message pour lui dire, ben, ton certificat, il va expirer dans 20 jours, 10 jours, 15 jours, c'est paramétrable. Est-ce que tu veux renouveler ton certificat? Et là, l'utilisateur va tout simplement cliquer sur oui. Et lorsqu'il a cliqué sur oui, automatiquement, dans le background, on va faire toutes les tâches nécessaires pour le renouvellement du certificat. Donc, on va se connecter sur le service, on va faire une nouvelle demande de certificat, faire le renouvellement, réécrire le certificat sur le token, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que, ben, au fait, on va faire un peu en précaution, avant même que le certificat n'expire, on va donner la possibilité à l'utilisateur de, de, d'avoir un certificat renouvelé directement. Et là, comme vous voyez, c'est quelque chose de super simple, super user-friendly, où l'utilisateur, ben, il n'a plus à se soucier de faire différentes tâches pour le renouvellement du certificat. Voilà. Donc, la deuxième partie que je vais faire, je vais vous montrer une petite démo, on va dire, de l'outil lui-même. Donc, donnez-moi quelques instants que j'arrête le share, etc. Et je vais me connecter à notre interface de démo, juste pour que vous ayez une petite impression de à quoi ça ressemble, le, euh, le NetID Portal. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. Et voilà. Donc là, je suis sur mon interface de démo et je vais vous montrer la console d'administration qu'on appelle, euh, attendez, juste pour vérifier si je suis sur le bon ou pas. Une seconde. Super. Donc, je me connecte à mon interface d'administration et pour me connecter sur l'interface, ben justement, je dois utiliser euh, une YubiKey. Donc, j'ai une YubiKey qui est connectée à mon ordinateur et je mets mon code PIN. Une fois que j'ai mis mon code PIN, mon authentification est faite sur la plateforme avec un certificat. Et là, j'arrive sur la plateforme d'administration. Donc, elle est quand même assez simple à utiliser. Et notre système elle va se connecter sur votre Active Directory en utilisant LDAP. Donc, tous les utilisateurs qui sont sur LDAP, ils vont être synchronisés sur mon outil. Et là, par exemple, ben, je peux voir les différents utilisateurs. Donc, allons dire que je fais une recherche sur quelqu'un qui s'appelle Debo. On va juste prendre quelque chose au hasard. Et allons dire Ryan. Donc, si je clique sur Ryan, là déjà, je peux voir les différents tokens qu'il a, des YubiKey ou même d'autres tokens qu'il utilise. J'ai des informations qui sont synchronisées à partir de AD dessus. Et de là, par exemple, ben, je peux cliquer sur révoquer le certificat de cette personne-là. D'accord? Donc, ça, c'est la possibilité que j'ai ici. Après, bon, il y a plusieurs choses. Par exemple, un truc qu'on a vu chez quelques clients, c'est que quelquefois, il y a des YubiKey qui sont retrouvés sur le bureau et on veut savoir à qui il appartient. Ben, je peux avoir le numéro de série et je peux voir directement sur le numéro de série qui est la personne qui a ce token-là, à qui il a été enregistré, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ensuite, on a toute la partie reporting. Donc, on a plusieurs rapports. Bon, là, c'est des rapports, on va dire, de démo qu'on a, mais c'est des rapports qui sont paramétrables pour chaque utilisateur. Donc, de là, je peux dire, par exemple, OK, allons voir tous les utilisateurs et quels tokens ils ont. Donc, ça, c'est une possibilité que j'ai sur le système. Euh, les certificats qui sont valides, etc., etc. Combien de certificats ont été délivrés de mon système, combien de certificats qui vont expirer bientôt, etc. Donc, c'est une interface assez simple à utiliser. Elle est basée sur le web. Euh, la plupart du temps, les utilisateurs eux-mêmes, ils vont pas voir cette interface-là. Ça va être plutôt les administrateurs qui vont le voir. Et justement, ben, là, ça nous donne la possibilité effectivement d'avoir une console où je peux gérer le cycle de vie
de mes YubiKey, mais aussi de mes certificats en même temps. Voilà. Donc, on va repartir sur la partie de la démo. Encore une fois, si vous avez des questions, mettez-le dans la section questions-réponses et on va arriver sur les questions et les réponses juste après les démos. Maintenant, je voudrais aussi parler de quelque chose d'autre qui est venu quelque temps de cela, c'est Fido 2. Donc, la solution, on va dire, basée sur l'authentification par certificat, ça fonctionne très bien, mais c'est aussi quelque chose que les gens commencent à nous demander maintenant. Ben, au fait, moi, j'utilise Entra ID, on va dire, j'ai mes ordinateurs qui sont connectés sur Entra ID. Et au fait, je ne vais pas utiliser de certificat, mais je vais utiliser File 2 pour l'authentification. Donc, très bien, c'est quelque chose qui fonctionne quand même pas mal. Mais l'autre question qui arrive ici, c'est effectivement, ben, faire un enregistrement de File 2 sur Entra, c'est pas la chose la plus simple à faire. C'est à peu près 25 clics et les gens n'aiment pas faire ça. Donc, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on va rendre ça beaucoup plus simple pour les utilisateurs? Et là, c'est la deuxième partie que je voudrais discuter et montrer aussi comment ça fonctionne. On a créé une petite application aussi qui vous permet, encore une fois, de rendre la vie beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Bon, encore une fois, là, j'ai une petite démo, une vidéo de démo pour effectivement l'enrôlement ou l'enregistrement d'un token FIDO2 euh, sur, sur Intra. Donc, sur le côté gauche, j'aurai mon interface utilisateur et sur le côté droit, c'est quelque chose que vous connaissez probablement, c'est le Security Info sur Intra. Pour les besoins de la vidéo, on va la faire en version très, très manuelle, mais il y a beaucoup de ces process-là qui peuvent être automatisés. Donc, l'utilisateur il va ajouter un security token et le security token qu'il va ajouter, ce sera FIDO. Euh, on a la possibilité de dire à l'utilisateur, on va ajouter un credential FIDO sur notre système et ensuite, on va ajouter un autre credential FIDO sur Entra directement. Mais bien sûr, on peut faire directement la partie où on va ajouter juste sur FIDO. L'utilisateur reçoit un email, encore une fois, il clique sur le lien, il arrive directement sur la partie ajouter un token FIDO. Et si vous avez utilisé des YubiKey en mode vidéo, vous avez déjà vu, voilà, il faut mettre le code PIN, toucher la clé, etc., etc. Mais une fois que l'utilisateur il a fait ça, ben, son token FIDO2 sera créé directement sur Entra. Donc, comme vous le voyez, on va réactualiser la page de Security Info sur Entra et on va voir que le token il a été ajouté directement pour cet utilisateur-là. OK? Allez, on continue. Là, on a montré le processus d'enrôlement où l'utilisateur lui-même, il va ajouter un token FIDO sur son compte Entra par lui-même. Mais on a aussi la possibilité, et ça, c'est une possibilité qui n'est pas disponible sur, on va dire, sur Entra directement, c'est la possibilité pour un administrateur de faire ce qu'on appelle un enrollment on behalf. Donc, moi, comme administrateur, il y a quelqu'un qui va rejoindre ma compagnie je veux ajouter un token FIDO pour cet utilisateur-là sur Intra directement. Et à travers notre interface, il a la possibilité de le faire. Donc, aller sur l'interface d'administration et directement choisir l'utilisateur. Et là, je peux ajouter un token FIDO pour cet utilisateur-là. Bon, là, après, il y a tout le processus de mettre le code PIN, etc., etc. Mais ça peut être fait directement par l'utilisateur, euh, par l'administrateur, pour l'utilisateur lui-même, donc où il n'aura pas besoin de d'avoir l'utilisateur faire son enrôlement lui-même. Donc, somme toute, c'est quelque chose qui a été créé justement pour rendre la vie beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Et ça, c'est une question qu'on voit très souvent, et au fait, c'est une problématique qu'on voit très souvent chez les clients, c'est que le plus gros souci lorsqu'on va partir sur de l'authentification forte ou un projet d'authentification forte, c'est vraiment ce qu'on appelle le user acceptance. Et rendre la vie plus simple pour l'utilisateur, ça augmente toujours le user acceptance. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire chez PointShop, que ce soit sur la partie vidéo, mais aussi sur la partie certificat, où on va permettre à l'utilisateur de, d'avoir une vie beaucoup plus simple. OK.
Donc, on va passer à la première partie des questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont déjà venues. Yes. Yes. Ben, Mathieu, je te laisse lire les questions et puis je réponds. Bah Allez écoute, alors. merci Ashwin. Et surtout, si vous avez des questions, continuez à les poser, on a largement le temps. Alors, la première, sachant que c'est mandatory de faire une renew, pourquoi demander à l'utilisateur s'il souhaite renouveler et ne pas le faire en background? Que se passe-t-il si l'utilisateur ne clique jamais sur renew? Très bonne question. Et c'est une question qui revient très souvent avec les clients, donc je suis content d'y répondre. Euh, D'abord, je vais dire, au fait, une question qu'on a très souvent aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un process? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en automatique en background? Et je vais répondre à cette question-là d'abord. Euh, Pourquoi on ne peut pas le faire en background? Parce que pendant le renouvellement d'un certificat, si tu perds ta connexion réseau, ben c'est mort. Si l'utilisateur il ferme sa session pendant qu'il y a un certificat qui est en train d'être renouvelé, c'est mort. Qu'est-ce que je veux dire, c'est mort? C'est que le certificat il est plus utilisable. Donc, nous, on a pris la décision que ce soit interactif pour une raison très simple. C'est pour dire à l'utilisateur, écoute, là, en ce moment, ne ferme pas ta session Windows, ne déconnecte pas, ne t'aie pas ton ordinateur parce que tu as un renouvellement de certificat qui est fait. Maintenant, la deuxième partie, c'est est-ce que je peux dire, je peux forcer l'utilisateur à juste pouvoir cliquer sur oui? Oui, je peux enlever l'option non. Mais encore une fois, ça revient toujours à ce qu'on appelle le user friendliness. D'accord? Est-ce que si je vais dire sur non, donc je vais forcer l'utilisateur à le faire. Et quelquefois, il va juste attendre, il va rien faire, il va juste attendre. Euh, c'est important de donner un peu l'option à l'utilisateur et de dire à l'utilisateur aussi, ben, écoute, dans 24 jours, tu n'auras plus accès. Donc, tu dois cliquer sur oui pour continuer. Et pour finir la question, ben, que se passe-t-il si l'utilisateur ne clique jamais sur Renew? Ben, le certificat il va expirer. Voilà. Donc, c'est les raisons pourquoi on a décidé de faire le truc du genre, on va le faire en interactif. Pas pour des raisons où c'est pas possible de le faire techniquement, c'est juste vraiment euh, on va dire, pour des raisons de user-friendliness. Ça va? Yes. S'il y a un follow-up dessus, allez-y, mettez-le Mhm. sur le Q&A et on répondra après. Alors, d'où viennent les certificats? D'un serveur PKI interne chez le client ou votre CMS permet aussi de créer des certificats? Très bonne question. Donc, notre CMS, il vient bon, on va dire qu'on a deux versions. On a la version PKI as a service qui est hostée chez nous. Et lorsqu'il est hosté chez nous, ben, on a notre CA, notre propre CA qui tourne sur nos serveurs et on peut délivrer des certificats qui viennent de notre CA. Quelques clients préfèrent cette option-là, mais d'autres clients, ils préfèrent avoir leur propre CA on-prem. Donc, généralement parlant, on va se connecter à une CA qui est disponible chez le client. La CA la plus courante, on va dire, c'est ADCS, Active Directory Certificate Services. Mais on travaille aussi avec d'autres CA. Donc, on peut travailler avec du BCA, donc par exemple Keyfactor ou PrimeKey qui s'appelle maintenant. On peut travailler avec du Open SSL, etc., etc. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin du client et de la demande du client lui-même. On peut être assez flexible dessus. Ok, merci. Ouais. Alors, pour la partie Entra et la YubiKey, on peut enroll sur du multi-tenant. Admettons que nous ayons les droits d'administration Entra sur 200 tenants Microsoft. Le portail peut-il gérer ce cas? Euh, oui et non. Donc, j'explique. Notre système peut être multi-tenant. D'accord? Donc, on peut avoir, allons dire, un utilisateur, plusieurs tenants Microsoft qui sont enregistrés sur notre système pour avoir plusieurs accès. Il y a beaucoup de complications d'un niveau de sécurité dessus que on peut prendre un peu plus en détail s'il le faut ou revenir vers nous après. Donc, on a la possibilité de le faire sur du multi-tenant, mais c'est pas quelque chose que je conseillerais parce que ça risque de créer pas mal de problèmes. Donc, juste pour être complètement clair, la façon de faire ça sur Entra, c'est en utilisant des graphes API. Et généralement parlant, il y a une raison pourquoi on a du multitenant.
D'accord? Donc, on va avoir multi-tenants chez nous et multi-tenants de l'autre côté, s'il faut le faire comme ça. Mais si la question est que je suis un utilisateur X et je voudrais avoir mon FIDO créé sur 200 tenants entrants en même temps, non, c'est pas quelque chose que je conseillerais de faire, même si techniquement on peut le faire. Je pense, enfin, faudra voir après discuter. Ouais. On sait juste pas qui c'est, mais je pense que c'est plutôt un administre, une société qui gère pour plusieurs Ouais. centaines de clients différents. Je pense que c'est ça le Bon, scénario. ben, si c'est ça le scénario, bien sûr, là, on peut mettre le système en multitenant. Donc, je ne vais pas porter dans tous les détails, Mm, mais on peut, allons dire que si vous êtes ce qu'on appelle un MSSP ou un MSP ou mhm. que vous gérez un parc de clients avec 200 utilisateurs, oui, on a la possibilité de le faire, mais encore une fois, ça va être quelque chose qu'on va faire un peu différemment. Donc, on a du multitenant sur notre solution et vous allez avoir plusieurs tenants pour chacun de vos utilisateurs ou de vos clients. C'est quelque chose comme ça. Yes. Bah, celui Je ou celle ne qui a vois pas posé de la nom. question Ouais, revienne mais vers Tony pour en revenez vers nous. discuter. Voilà. Ouais, ouais, parce que enfin, on ne sait pas qui c'est du coup. Tac. Alors, l'enrôlement par l'admin de la clé en FIDO2 intègre-t-il la notion de temporary password afin de forcer l'utilisateur à le changer à la première connexion? Et Super, également j'adore les choisir questions. la complexité du mot de passe 468 caractères. Je- D'accord. J'aime bien, on a beaucoup de bonnes Oui, questions oui. aujourd'hui. J'adore ça. Euh, Petit permet de le faire, mais vous devez avoir des tokens, même des YubiKey, qui portent les dernières versions du site app. Donc, sur les dernières versions, on a la possibilité, par exemple, de dire, oui, on va mettre un temporary pin qui va devoir être changé sur la première utilisation. Mais ça dépend vraiment du hardware. C'est vraiment c'est quelque chose qui peut voir quelle version de YubiKey que vous avez, quelle solution, etc., etc. Parce que sur la dernière version de cette app, oui, c'est possible de mettre ce genre de choses où on va pousser. Complexité du mot de passe, donc 4, 6, 8 caractères. OK, là, on va devoir parler de deux choses très différentes. Lorsque on va regarder sur le module PKI, PIV chez YubiKey, donc pour les certificats, euh, il y a un hard limit. Donc, c'est 6 à 8 caractères maximum. Donc, on joue dessus. Même les complexités qu'on va mettre chez nous, ça va être du genre pas de répétition, du whitelist, du blacklist, etc., etc. Mais on est bloqué sur ce que demande, ce que fait le hardware. Lorsqu'il s'agit de FIDO, c'est différent. Donc, ça peut être entre 4 et 64 caractères. Donc là, c'est beaucoup plus. Et comment est-ce qu'on peut choisir la complexité? Donc, il y a deux choses ici. Premièrement, et là, Tony peut en parler un peu plus, mais vous avez la possibilité d'acheter des YubiKey, par exemple, avec un custom config où il y a de la complexité de code PIN. Ça, c'est la partie pour FIDO. Parce que la façon dont a été créé, FIDO, le protocole, ça a été fait pour vraiment être quelque chose qui peut être utilisé, on va dire, sans vraiment de client. Ça a été fait pour être intégré sur l'operating system, donc Windows ou sur Chrome ou Edge ou etc. Donc, du coup, l'enforcement de code plain complexe revient vraiment au hardware. Donc, ça va être la YubiKey dans ce coup-là. Mais encore une fois, j'espère que je réponds à la nature de la question, mais si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-les sur la partie questions-réponses. Tac. Ok, merci. Alors, du coup, comment est-ce qu'on gère le blocage de code PIN? Blocage de code PIN. Encore une fois, ça va être une réponse différente parce que il y a un concept de déblocage de code PIN sur la partie certificat. Mais sur la partie vidéo, il n'y a pas de concept de déblocage de code PIN. Donc, si vous avez bloqué votre code PIN, c'est un hard reset. Il faut refaire les crédentiaux.
juste pour garder ça en tête. Donc, de l'autre côté, oui, on peut gérer le déblocage de code PIN, différentes façons de le faire. Donc, par exemple, je vais donner un one-time password à l'utilisateur sur la partie PIV, un certificat. Il peut partir sur le poste d'un ami, se connecter sur la console et utiliser le one-time password pour se connecter. Euh, mais sur du Fido, ça n'existe pas. Il va, il faut vraiment, on va dire, il faut faire une reset du crédentieux. Il y a pas de concept de déblocage. Ok. Alors, actuellement sur YubiKey, on peut enregistrer jusqu'à 32 comptes de FA non exportables. Le réel problème est que si la clé est perdue, cassée, tous les 2 FA sont perdus. Avez-vous un système là-dessus? Je suis pas sûr si j'ai bien compris la question, mais je vais essayer. Lorsque vous dites on peut enregistrer jusqu'à 32 comptes, je vais dire que on va mettre 32 crédentiaux FIDO dessus. Et la réponse simple, c'est non. Il y a pas d'autre façon. La seule façon de le faire, c'est d'avoir un backup. Que ce soit sur un YubiKey ou sur un Passkey, c'est totalement faisable. Encore une fois, on va revenir sur la conception de base du protocole. Il a été fait pour justement ne pas permettre de faire des exports de copies. Donc, si vous avez tous vos crédentiaux FIDO sur une seule clé et que c'est la seule clé qui vous permet de vous connecter, je pense que c'est une solution très dangereuse. Vous devez avoir un backup. C'est comme ça. C'est malheureusement ou heureusement, c'est par définition, c'est comme ça qu'a été créé le système. Tac. Alors, sinon comme question encore, comment est-ce qu'on gère un scénario où un utilisateur a oublié sa YubiKey à la maison? Ben, encore une fois, ça va revenir sur comment on l'utilise. Est-ce que c'est en vidéo ou est-ce que c'est en mode certificat? Lorsque c'est en mode certificat, on a la possibilité, par exemple, de faire un certificat temporaire pour l'utilisateur et on a des options, par exemple, où l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur sa page de login, il peut enregistrer un certificat temporaire pour lui sur le système. Ça peut être sur une autre YubiKey, ça peut être sur un Virtual Smart Card, etc., etc. Idem pour Fido, on a la possibilité de le faire, mais le processus à mettre en place derrière, c'est un peu différent. Donc, on va dire, c'est du cas par cas. Il faut vraiment voir avec le client qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'ils veulent arriver à, c'est quoi leur end state, on va dire. Très bien, merci. Sinon, il y a encore une ou deux autres questions qui sont très particulières. On prendra contact avec les personnes qui les ont posées pour y répondre. Enfin, Tony vous répondra ou n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais sinon, comme je vois qu'il reste un peu de temps à Chevine, tu veux un peu parler du coup des autres solutions qu'on a encore, comme il nous reste Absolument, encore. absolument. Donc, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Donc, bon, s'il y a d'autres questions, on peut toujours en prendre, mais sinon, oui, voilà, je peux parler un peu de ce qu'on fait chez PointShop lorsqu'il s'agit effectivement du reste des solutions. Donc, une seconde que je repasse en partage d'écran. Voilà. OK. Donc, je vais essayer de faire très rapidement. Donc, désolé si je parle extrêmement vite, mais revenez vers nous après pour des questions ou contactez Tony, il sait où le trouver. Juste pour faire un petit point sur le reste des solutions PointShop. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle le Access Management. Donc, c'est quoi le Access Management? C'est trois composantes qu'on a mis ensemble dans une solution. On a un IDP. D'accord? Donc, vous pouvez faire de la fédération, du SSO, des autorisations granulaires, du OBAC, ABAC, etc., etc., qui est combiné avec un serveur d'authentification multifacteur où on supporte effectivement quasiment tous les types d'authentification existants sur le marché, que ce soit du FIDO, du push, du passwordless, du certificat, etc., etc., etc.
Et la troisième composante de notre solution Access Management, c'est vraiment un Access Gateway. Donc, pour utiliser, on va dire, les mots du marché, c'est ce qu'on appelle un Zero Trust Network Access Gateway. Donc, qui vous permet de mettre de l'authentification forte avant d'avoir accès à différents services. Donc, un des cas qu'on voit très souvent avec cette solution-là, c'est la protection des boîtes mail sur Exchange on-prem. Donc, surtout en France, on a beaucoup de clients qui nous disent, ben, on a Exchange on-prem, on ne veut pas passer sur le cloud. Je n'ai pas la possibilité de faire du MFA pour mes utilisateurs. Et là, avec NIS 2, ben, je dois mettre du MFA. Comment est-ce que je fais? Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on peut gérer de chez nous. Ou aussi, on a d'autres cas où, par exemple, les utilisateurs nous disent, ben, j'ai ADFS qui va finir à un certain moment. Je ne veux pas passer nécessairement sur Intra et je voudrais quelque chose on-prem. Comment je fais? Ben, c'est aussi une solution qu'on a avec notre IDP on-prem qui vous permet d'avoir effectivement toutes les fonctionnalités modernes d'un IDP tout en restant on-premises chez le client. D'accord? Continuons. Mathieu a parlé un peu de ça un peu plus tôt. Donc, c'est une solution qu'on appelle le Secure Information Exchange. Tout simplement, c'est un système qu'on met en place pour faciliter le transfert de données entre différentes entités. Le cas le plus classique de cette utilisation-là, c'est par exemple, j'ai des fichiers que je dois envoyer à une personne externe et je ne peux pas les envoyer par email parce que c'est des données sensibles ou par exemple, ben, la pièce, elle est trop grosse. Donc, si j'ai une vidéo ou j'ai des plans, etc., que je dois envoyer, et nous, on a mis en place une solution qu'on appelle CryptShare, donc qui nous permet d'envoyer des fichiers comme ça, tout simplement à partir de notre interface email. Et au lieu de faire des pièces jointes, ben, ça va être envoyé à travers le système CryptShare. Encore une fois, je prends pas trop de temps aujourd'hui, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, revenez vers Tony et on peut toujours faire une démo. D'accord? En continuant, donc là, on passe un peu sur une autre partie de notre portfolio qu'on appelle le Identity Governance et Administration, donc toute la partie IGA, qui se déroule en plusieurs parties. La première chose, c'est un produit qu'on appelle Identity Sync. Mathieu en a parlé un peu très, très brièvement au début. Et Identity Sync, ça permet de résoudre un petit problème que la plupart des organisations avec qui on a parlé, des clients, qui nous disent, ben, j'ai un système de ressources humaines et j'ai un AD, j'ai un Intra, j'ai un Okta, etc., etc. Ce que je voudrais, c'est que lorsque les employés sont ajoutés sur le payroll, sur le système RH, je voudrais qu'ils soient créés automatiquement sur mon annuaire. Et je voudrais que, par exemple, ben, je regarde le titre de la personne et je l'ajoute dans le groupe directement, sans avoir d'opération manuelle à faire. Donc, c'est ce que fait Identity Sync. C'est un moteur de synchronisation qui peut le faire. Et on peut faire du one-to-one, donc sortant d'un système RH pour aller sur un AD, mais je peux aussi faire du one-to-many. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je peux me connecter à mon système RH et je peux créer quelque chose sur l'AD, en même temps créer quelque chose sur Entra, en même temps créer sur Okta, en même temps créer sur Google, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de upper limit, mais ça permet vraiment de garder, on va dire, les crédentiaux en sync sur différents systèmes et tout en ayant un master qui est directement dans le système de ressources humaines. Donc, vraiment, on enlève cette complexité manuelle que beaucoup de clients ou d'organisations ont en ce temps-ci. OK. On a une autre solution qui s'appelle le External Directory. Donc, ça, c'est une solution, on va dire, très spécifique pour certains types de clients. Très souvent, surtout sur des grosses organisations, on voit qu'il y a un besoin d'avoir des contracteurs, des temps partiaux ou des entités externes qui doivent avoir accès à quelques systèmes. Euh, Ces personnes externes-là, je n'ai pas nécessairement envie de le créer sur mon annuaire AD ou sur mon IDP en interne. Comment est-ce que je peux créer ces personnes-là dans un système qui peut être géré
d'une façon professionnelle, tout en leur donnant accès à différents systèmes. Et c'est là qu'intervient notre External Identity Directory. C'est un directoire que je peux mettre en place où je peux effectivement créer mes externes et leur ajouter des crédentiaux. Donc, lorsqu'ils vont quitter leur job ou lorsque leur contrat est fini, je peux juste les détruire directement sur le External Directory et c'est fini. Donc, je n'ai pas besoin de vraiment polluer mon annuaire interne ou mon IDP interne pour tout ce qui s'appelle identité externe. Voilà. Bon, après, on peut partir dans les détails sur un autre point aussi, mais par exemple, si je travaille avec une quinzaine de boîtes de contracteurs et chaque quinzaine de boîtes de contracteurs, ils ont leur propre nombre de personnes qu'ils doivent ajouter au système, je peux faire de l'administration déléguée ou je peux nominer quelqu'un de chaque boîte pour administrer leurs employés dans mon système. Donc, c'est quelque chose d'autre qu'on peut faire qui est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, on a quelque chose comme ça qui se passe assez souvent chez nos clients entreprises. OK, on va continuer. OK, donc on a parlé de toute la partie, on va dire, synchronisation, mais lorsqu'on parle d'IGA, c'est pas nécessairement que ça. Quelquefois, on veut avoir un outil qui nous permet de on va dire, transposer les process qu'on a dans notre organisation sur un outil. Donc, par exemple, si quelqu'un doit avoir accès temporaire à un certain système, qui doit faire des approvals, comment on fait des révocations, etc., etc. Donc, on a notre solution qu'on appelle Identity Lifecycle Management qui vraiment est ça. C'est un outil que je peux mettre à l'intérieur de mon organisation pour vraiment mapper mes process qui sont dans mon ISO, etc., etc., sur la façon de faire dans les systèmes internes. Donc, tous les workflows, on va dire, d'approval, de révocation, etc., etc., c'est un outil qui vous permet de le faire. OK, on passe rapidement sur le dernier. Et là, c'est un vraiment très busy slide et je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. C'est une solution, on va dire, très spécifique. C'est juste pour les organisations qui utilisent du SAP. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une plateforme d'automatisation des autorisations sur SAP qui va vraiment gérer toute la partie IGA à l'intérieur de SAP elle-même. Donc, elle est très pointue. C'est juste pour ceux qui utilisent SAP. Donc, si jamais vous avez des clients ou des utilisateurs qui sont sur SAP, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Sinon, on va passer sur les mots de la fin. Non. D'accord? Ben, les prochains mots sont pour toi de toute façon. Donc, vas-y. Merci Ashwin. Bah, écoutez, merci à tous d'être venus sur le webinaire et surtout il y avait beaucoup de questions, c'était vraiment chouette. Alors là, pour vous, ceux qui sont là, notez-vous le 2 décembre chez Infinigate à Boulogne. On fera un atelier partenaire où on invitera tous ceux qui étaient là et puis encore d'autres pour venir nous rencontrer, Ashwin et moi. Les détails, vous les recevrez encore par email, mais juste notez-vous la date. A priori, ça serait plutôt le matin, la partie présentation, échange, et ensuite on mangerait tous tranquillement ensemble dans les bureaux d'Infinigate à Boulogne. Donc, essayez déjà de voir si pour vous ça passe le 2 décembre, et puis on enverra plus d'infos par email là dans les prochains jours. Et OK. ensuite, oui, ben voilà, le mot de la fin. Si vous avez quoi que ce soit comme question pour creuser les sujets, s'il y a des questions là où on a répondu, il manque encore des infos, votre contact, c'est Tony de chez Infinigate. Je vais aller vers N'hésitez lui. pas. Bah, écoutez, surtout maintenant, merci à tous pour le